l'ajout de la vidéo avant même les stories. C'était quand la vidéo? Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 2015, 2016. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. Et en fait, l'ajout de la vidéo est vraiment venu d'un feedback qu'on avait de marques qui étaient présentes sur Instagram, et notamment les marques de luxe qui sont très bonnes en création vidéo, mais il y avait aucun moyen pour les marques de luxe de pouvoir partager ces contenus-là. Et donc, Instagram, en tout cas, dans la manière dont on a de réfléchir au lancement de produits. Alors, nous, on parle de lancement de produits, mais c'est des lancements de fonctionnalités. On passe beaucoup de temps à écouter à la fois les utilisateurs, les marques, en prendre en compte en fait ces commentaires, ces feedbacks, et de pouvoir évaluer l'opportunité et de voir ce que ça pourrait rajouter en sentiment positif si on rajoutait une fonctionnalité auprès de nos utilisateurs. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Julie Pellet, responsable du développement de la marque Instagram. Julie a dans le passé participé au lancement de Facebook à Singapour, puis en Australie, et maintenant son rôle est d'aider les marques à se développer sur la plateforme Instagram. Je suis enchanté car cet enregistrement se passe dans les bureaux de Facebook. Merci pour votre accueil, qui sont chambés, je dois dire, pas aussi bien que ceux de Cosa Vostra, mais presque. Vous avez certainement entendu sur ce podcast récemment les épisodes de Pandati, de Dualist ou de The Braderie. The Braderie est un destocker qui s'est lancé intégralement et uniquement sur Instagram. Plus d'1 million de CA en année 1, il vise 8 à 10 en année 2. C'est un énorme carton. Pandati, qui vend des thés bio, a écoulé plus de 8 millions de sachets de thé, presque 5 millions, plus de 5 millions de CA en à peine 3 ans. Leur point commun, tous les trois avec Dualist utilisent Instagram Shopping. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous, très chers auditeurs, ayez les clés de succès pour faire exploser vos marques et vos ventes sur Instagram. J'aimerais comprendre ce qu'est la fonctionnalité Shopping, découvrir la fonctionnalité Checkout en test aux US actuellement, et quels tips Julie peut nous donner à nous, entrepreneurs, pour les développer sur la plateforme avec des exemples concrets. Vous avez très certainement votre portable à portée de main, c'est parfait. Lancez Insta, je donnerai Instagram. On peut dire Insta, c'est toléré. On peut dire, c'est toléré complètement. Quand quelqu'un dit Cosa pour Cosa Vostra, je suis très fâché, moi, ça me hérisse le poil. Lancez Insta, je donnerai des exemples et on pourra faire des parcours en live. Et enfin, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à écouter le nouveau podcast lancé par Julie et Mélanie Agazon, je prononce correctement, qui s'appelle Insta Podcast. Leur première invitée, c'est sorti cette semaine, est Lisa Gachet de Make My Lemonade. Julie, merci énormément d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de nous inviter et d'inviter Instagram. Je suis ravie en tout cas de pouvoir parler sur le panier aujourd'hui. Et nous, ravis de te recevoir. Quels sont les enjeux d'Instagram avec les marques aujourd'hui ? Alors, tu parlais du podcast, ouais. Ça tombe bien, parce qu'un de nos enjeux majeurs, c'est justement l'éducation et le fait de pouvoir partager avec le maximum de personnes, et notamment les entrepreneurs, les TPE, PME, les possibilités que Instagram offre. Un des piliers vraiment de notre vision, et notamment pour cette année, c'est comment on peut aider les gens à transformer un projet, une passion, en business, ou en tout cas comme un moyen de vivre grâce à notre plateforme. Donc le podcast, ça répond aux tonnes de questions, d'interrogations, d'envie d'en savoir plus sur Instagram, qui parfois est difficile à pouvoir générer ou nous de pouvoir répondre à toutes les questions, ou de pouvoir j'allais dire traîner. Alors je suis désolée pour tous les mots, voilà, tous les anglicismes. Comme je travaille dans un environnement très français et anglophone, c'est compliqué parfois. Mais voilà, comment on peut augmenter en tout cas notre couverture pour essayer de former au maximum les gens qui sont intéressés pour en savoir plus, pour développer, notamment là en tout cas avec le Insta Podcast, leur business.
D'accord. Gros enjeu, surtout qu'on a 3 millions d'entreprises en France. En préparant cet entretien, d'ailleurs, je remercie Chloé et Lisa qui nous ont aidés à préparer cette interview. Il y a 140 millions d'entreprises, c'est ça, qui utilisent les apps du groupe Facebook? Tout à fait. Qui utilisent Facebook, Instagram et WhatsApp. En business. En business, exactement. C'est vraiment des entreprises qui ont leur compte entreprise sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Ça veut peut-être dire qu'il y en a même encore plus. Mais par exemple, si je prends l'exemple d'Instagram, on peut avoir un compte personnel. C'est les comptes que la plupart des utilisateurs ont. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez transformer votre compte en compte entreprise et ça vous permet d'accéder à différentes options, notamment le fait d'avoir accès à des statistiques, de pouvoir utiliser Shopping. Je suis sûre qu'on va en parler plus tard. Mais donc, du coup, le compte entreprise permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, en tout cas, les 140 millions comprennent toutes ces entreprises-là qui utilisent nos fonctionnalités. D'accord, super. Pour prendre un peu de recul, ça fait longtemps que tu es dans le groupe, je crois. Une dizaine d'années, je dis une bêtise. Presque 10 ans. Presque 10 ans. Alors, j'ai vu sur LinkedIn que tu étais dans les landing teams, donc les équipes atterrissage, si on traduit, à Singapour, puis que tu as monté ton équipe en Australie. C'est quoi une landing team? Ouais, une landing team, en fait, c'est une équipe qui vient aider à construire une nouvelle équipe ou un bureau. Donc à l'époque, quand moi je travaillais chez Facebook, j'étais à Dublin à cette époque-là. On a ouvert la zone APAC, donc Asie-Pacifique, et donc pour ouvrir ce nouveau bureau et construire les équipes, recruter et puis lancer le business sur cette zone-là, il y a une équipe qui a été recrutée, une équipe internationale avec différentes personnes, donc des gens aux US, des gens qui étaient à Dublin, françaises, américaines, différentes nationalités. Et du coup, j'ai fait partie de cette landing team pour aller aider à construire cette équipe. Avec ton expertise spécifique, c'est intéressant. Donc, ils montent une équipe presque commando avec toutes les bonnes expertises représentées, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est comment on met les process en place, comment on recrute les bonnes personnes, comment on garde la culture. Donc, à l'époque, c'était la culture Facebook. Comment on arrive à la transmettre dans un nouveau bureau qui se construit. C'est pas si simple d'arriver à partager et à garder cette culture. Insuffler, contrôler, maîtriser, c'est intéressant. Exactement, mais sur une zone géographique qui est complètement différente. Donc c'est très important. Et vous étiez envoyé là-bas? Et on était envoyé là-bas. Donc, moi, en fait, j'ai vraiment accepté un CDI pour faire partie de cette landing team, mais rester, et j'avais un job là-bas. Et puis, plein de choses se sont passées. J'ai eu l'opportunité de pouvoir justement emmener et créer mon équipe en Australie. Il y avait déjà un bureau là-bas en Australie. Mais donc, c'était d'apporter une nouvelle fonction dans ces bureaux-là. Et donc, je suis partie à Sydney pendant 6 mois avant d'avoir l'opportunité de revenir pour manager les équipes France basées à Dublin. Donc voilà. Toujours chez Facebook. Toujours chez Facebook. Sur quelle expertise justement? Alors là, j'étais plutôt dans les équipes commerciales, toujours chez Facebook. Et donc on a un pod d'expertise, pardon. Un pod? Un pod, un pool, un groupe, pôle, une équipe commerciale dédiée aux équipes, aux annonceurs digitaux. Donc c'était un peu la Digital Native Team, l'équipe Digital Native. Ouais, c'est vrai, je fais beaucoup d'anglicisme, ça va pas du tout. Je vais corriger ça très rapidement. Les auditeurs sont habitués. Et donc c'est toutes les marques qui sont plutôt e-commerce, les applications mobiles, etc. Et donc, pour préserver cette expertise, on avait des équipes internationales, donc des équipes françaises, des équipes italiennes, des équipes UK, des équipes allemandes. Et donc, on partageait cette expertise pour être sûr de pouvoir accompagner au mieux les marques qui voulaient se développer sur Facebook. Donc, moi, je gérais l'équipe qui était dédiée à la France, mais basée à Dublin. Entendu. Et comment c'est le switch à Instagram, du coup? 2016, l'opportunité s'offre. Instagram qui se lance vraiment, en tout cas à l'international, avec un support d'avoir des équipes qui sont basées dans les marchés. Parce que avant, les équipes étaient vraiment basées aux US. Belle opportunité, je la saisis et me voilà en 2016 avec Mélanie Agazon, qui est justement la directrice com d'Instagram. Et donc, on se retrouve à travailler ici à Paris pour lancer la présence d'Instagram en Europe du Sud. C'était quand le rachat d'Instagram par Facebook? 2012. 2012, ça fait à peine 7 ans. J'ai l'impression que ça passait, que c'est passé très vite. Mais alors, c'est drôle parce que ça fait à peine 7 ans et en même temps, Instagram a été créé en 2010.
Donc, si tu veux, ça a Si été, tôt ça a que ça été Enfin, si racheté. tard que ça, je veux dire, c'est marrant. Voilà, ça a été racheté très rapidement par Facebook. Et donc, ce qui est assez chouette dans cette histoire, c'est qu'à la fois Instagram a gardé sa culture propre. Et je pense que c'est un atout indispensable à Instagram. Et en même temps, Instagram bénéficie de tout le support que Facebook peut apporter. Donc, je trouve que c'est une histoire assez magnifique entre deux entreprises qui ont réussi à justement se développer ensemble. Ok. Est-ce que tu te souviens d'un peu de l'état des lieux d'Instagram en 2016 quand tu arrives pour les PME, TPE justement? Ouais, alors c'est assez drôle parce que pour les TPE, PME, on est vraiment au tout début. J'ai l'impression en fait qu'on répétait un petit peu les bonnes pratiques qu'on a l'habitude de pitcher ou de raconter pour Facebook quand on avait les pages fans peut-être en 2012 ou 2013. Donc on a une période comme ça où pour les entreprises, je parle pas des utilisateurs, mais pour les entreprises, de leur faire comprendre la nécessité d'aujourd'hui d'être sur Instagram, en tout cas je parle à l'époque, mais de pouvoir construire leur présence. Ça a bien évolué. Et j'aime bien parler un petit peu de l'évolution aussi d'Instagram. En 2010, même en tant qu'utilisateur, on a l'habitude de dire que Instagram, c'était la plateforme où on partageait ses photos. On venait vraiment là, on ne parlait que de photos. Je pense qu'on associe toujours Instagram un peu avec la photo. Aujourd'hui, quand on parle d'Instagram, ça a complètement changé. Aujourd'hui, Instagram, c'est la plateforme où je partage qui je suis. Et donc là, on parle de personnalité. Et donc du coup, le changement ou la façon dont on utilise Instagram a complètement évolué. Et les marques, je trouve, se sont bien emparées de ça. C'est qu'aujourd'hui, elles ne postent pas plus que des photos. Elles vont poster un nombre de contenus considérable, que ce soit de la vidéo, des stories, etc. Mais surtout, elles vont poster beaucoup plus que seulement du produit. Elles vont raconter leur histoire. Et quand je parle de personnalité, on a bien vu sur ces 4 dernières années le changement et l'évolution dont les marques ont réussi à prendre un peu le tournant pour créer leur présence et développer leur présence sur la plateforme. Est-ce que les stories ont aidé? J'imagine que oui, énormément. Incroyablement. Je pense que c'est un peu un tournant aussi dans l'histoire d'Instagram. Ça a rajouté un point, en fait, c'est un point fort d'Instagram aujourd'hui, de pouvoir, quand on parle d'expression, je pense que voilà, un gros focus de la plateforme, c'est aussi de pouvoir donner la parole à tout le monde et de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer. Quand je parle aux gens, bien entendu, ça peut être les marques, ça peut être n'importe quelle personne qui, en tout cas, veut prendre la parole sur la plateforme. Et les stories ont permis de rajouter un espace avec beaucoup moins de pression parce que c'est un contenu qui est éphémère, donc qui disparaît au bout de 24 heures. Donc, on est beaucoup plus à même de pouvoir poster du contenu, de pouvoir partager plein de moments dans la journée, alors que son compte personnel, avec la grille, on va faire un petit peu plus attention sur les photos qu'on va poster, on le construit. Alors, je dis pas que tout le monde le fait, mais en tout cas, il y a une tendance qui se voit où les gens font un petit peu plus attention. Donc, les stories ont permis vraiment de lâcher prise aux gens et aux marques. En dehors des stories, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le développement d'Instagram qui ont vraiment accéléré ou changé l'usage? L'ajout de la vidéo, avant même les stories. C'était quand la vidéo? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 2015, 2016. Okay. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. Et en fait, l'ajout de la vidéo est vraiment venu d'un feedback qu'on avait de marques qui étaient présentes sur Instagram, et notamment les marques de luxe, qui sont très bonnes en création vidéo, mais il n'y avait aucun moyen pour les marques de luxe de pouvoir partager ces contenus-là. Et donc, Instagram, en tout cas, dans la manière dont on a de réfléchir au lancement de produits, alors nous, on parle de lancement de produits, mais c'est des lancements de fonctionnalités, on passe beaucoup de temps à écouter à la fois les utilisateurs, les marques, en prendre en compte en fait ces commentaires, ces feedbacks, et de pouvoir évaluer l'opportunité et de voir ce que ça pourrait rajouter en sentiment positif si on rajoutait une fonctionnalité auprès de nos utilisateurs. Et donc la vidéo est née comme ça. Et ça aussi, ça a été un grand changement de pouvoir justement permettre aux utilisateurs et aux marques de pouvoir poster de la vidéo. Ok. Et sur la partie shopping, du coup, avant l'arrivée d'Instagram Shopping, quels étaient les comportements des utilisateurs et des marques d'ailleurs?
Alors, on connaît tous le link in bio. Exactement. Mais il y avait autre chose. Qu'est-ce que tu voyais comme comportement utilisateur ? Alors, cette question, elle revient assez souvent parce qu'on nous dit « Ah, vous vous lancez dans le shopping ?» Parce qu'on lance parce que depuis 2 ans maintenant, on a la fonctionnalité de shopping qui est ouverte. Mais nous, on se considère déjà, depuis très longtemps, comme une plateforme de e-commerce. Moi, quand je suis arrivée en 2016, quand on regardait les posts de marque, il y avait déjà des utilisateurs qui commentaient les posts en disant où est-ce que je peux trouver ce produit, dans quel magasin, est-ce qu'il vous reste encore cette taille, cette couleur. Donc, il y avait plein de questions qui étaient générées. Et donc, souvent, la réponse était j'ai mis le lien de mon site internet dans ma bio, donc link in bio. Ouais. Où il y avait des partenaires technologiques qui proposaient eux aussi des solutions pour pouvoir cliquer sur des posts et renvoyer, ou en tout cas, une fois qu'on était sur le site internet, qui représentait le feed Instagram pour pouvoir choper le compte. Il y a des add-ons sur Magento, je me souviens maintenant, qui permettent de faire ça, effectivement, d'intégrer le flux Facebook et de calquer dessus, enfin de mettre un calque avec. Exactement. En fait, de calquer Instagram Shopping. Et voilà, donc ça calquait Instagram Shopping. Donc, si tu veux, cet écosystème et le fait qu'on renvoyait déjà du trafic et qu'on permettait des conversions à la fois sur du e-commerce ou en offline, donc dans du retail, existe déjà depuis très longtemps. Ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, et c'est un des grands enjeux actuels, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et avec le lancement de shopping, c'est d'arriver à créer une expérience de shopping dans un espace mobile. Parce que Instagram, c'est sur son smartphone, on est sur notre téléphone. Comment faire pour que cette expérience soit la plus fluide possible, avec le moins de friction possible pour un utilisateur? Et ça, c'est pas si évident à faire. Non, et notamment quand on travaille avec plusieurs marques, comment on arrive à créer et améliorer cette expérience. Donc en tout cas, c'est tout l'enjeu de shopping aujourd'hui. D'accord. Et shopping est arrivé il y a 1 an et demi? Alors pour la France, c'est arrivé il y a presque 2 ans maintenant. 2 ans, ok. Ouais. Et aux États-Unis, un petit peu plus longtemps, mais ouais, ça a 2 ans et demi. Ok. Eh ben, rentrons dans le vif du sujet, du coup. Qu'est-ce que c'est shopping? Alors, shopping, c'est une fonctionnalité qui est dédiée aux marques qui vendent des produits physiques. Donc, si vous avez un service, vous ne pourrez pas utiliser la fonctionnalité shopping. Donc, il faut avoir un produit physique et qui vous permet de taguer vos produits sur une photo ou sur une vidéo. Alors, peut-être que je peux expliquer le mot de taguer, mais en gros, on permet aux marques de mettre un sticker où vous allez pouvoir indiquer votre prix, le nom du produit, et la possibilité pour un utilisateur de cliquer sur ce tag et en fait d'ouvrir une page produit. Vous êtes toujours sur Instagram, donc vous ne sortez pas de l'écosystème Instagram, mais vous arrivez sur une page produit où là, vous allez pouvoir mettre plusieurs photos de ce produit-là, donner de la description, donc s'il y a des choses que vous voulez raconter ou une description du produit, vous pouvez la mettre, et même de suggérer d'autres produits qui pourraient plaire à un utilisateur. Et dans cette page produit, vous avez un lien sortant, donc vous pouvez mettre une URL où vous pouvez encourager votre utilisateur à cliquer sur ce lien pour aller sur votre site internet et conclure l'achat s'il le souhaite. Donc, pour faire ça, il faut utiliser le Business Manager de Facebook sur lequel je vais... Est-ce que c'est compatible avec tous les CMS e-commerce ? Alors, est-ce que c'est trop technique comme question? Est-ce que... C'est peut-être trop technique pour moi qui ne suis pas une pure e-commerçante. Le concept, hein, c'est de... C'est un catalogue produit. C'est un catalogue produit que je peux aller chercher sur mon site existant. Exactement. D'accord. Donc, la façon dont on a réfléchi ce produit, c'est d'être sûr que les e-commerçants puissent l'utiliser d'une manière assez facile. Donc, je connais pas entièrement ton terme technique, mais je suis sûre que c'est exactement ça. C'est que si vous avez un catalogue produit, et notamment si vous l'utilisez déjà sur Facebook, parce que ça aussi, c'était essayer de faire aussi des liens très faciles pour les marques qui sont présentes sur Facebook, vous pouvez utiliser ce catalogue produit directement sur Instagram en utilisant la fonctionnalité shopping. Pour les petites marques, parce qu'on a essayé de réfléchir aussi aux plus petites marques, si vous n'avez pas justement ces catalogues produits existants, vous pouvez aussi vous construire une boutique sur Facebook. Donc, c'est les Facebook Shops. D'accord. Et ajouter mes produits sur Facebook. Ajouter les produits sur Facebook. Et de là, on va vous créer une passerelle pour pouvoir utiliser Shopping sur Instagram. Donc, il y a 2 moyens pour utiliser Instagram Shopping aujourd'hui.
D'accord. Et donc, on peut les ajouter sur des posts. Est-ce qu'on peut les ajouter dans des stories? Oui. Avec un swipe up? Avec un swipe up, tout à fait. Mais on peut rajouter un swipe up. D'ailleurs, c'est une très bonne question parce que je veux pas dire de bêtises. Mais le but du tag, c'est vraiment d'en savoir plus d'abord sur le produit. Donc, en fait, on est là pour améliorer la considération. Enfin, quand moi, je parle de marketing, bien entendu, il y a des objectifs de notoriété, objectifs de considération et de conversion. Shopping, c'est comment on peut améliorer améliorer l'expérience utilisateur pour considérer un produit. En fait, il y a des achats coup de cœur qu'on peut faire. Et donc, je vois un produit, je sais pas moi, un rouge à lèvres, magnifique, je vais l'acheter tout de suite. La réalité de l'expérience utilisateur quand on fait un achat, elle est pas aussi simple. C'est pas pour tous les produits que je prends la décision d'acheter tout de suite. Déjà parce que peut-être que j'ai pas ma carte de crédit, parce que je suis pas dans le bon environnement pour finaliser. Donc l'expérience de shopping, c'est donner ce temps et ce délai aux utilisateurs de pouvoir considérer un produit, d'avoir une expérience qui est très fluide, très facile, parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que souvent quand un utilisateur allait sur un site internet, le temps que le site mobile de la marque se charge, et ben parfois on perdait le clic, on perdait l'utilisateur, il revenait sur Instagram parce qu'en fait le site chargeait son contenu trop lentement. Ouais. Exactement. Donc c'était aussi comment on peut préserver cette expérience et bien entendu ensuite offrir l'opportunité d'aller à la conversion. Donc on peut taguer une stories. La seule chose c'est que je pourrais revenir avec ce détail-là. Je suis pas entièrement sûre qu'on puisse mettre un lien sortant si on a tagué entendu. Une stories avec le tag shopping, mais on peut taguer de la vidéo et de la photo. Alors, je prends une minute pour vous guider, chers auditeurs, à travers mais je prends un exemple. Alors, je vais prendre Pandati. Non, allez, The Braderie, parce que j'en ai parlé en intro. Quand vous allez sur le compte The Braderie, alors déjà, quand je suis sur le compte en mobile, j'ai 4 onglets. L'onglet principal, flux de photos. Alors, ça va dépendre des marques, en fait, des fonctionnalités qu'elles utilisent. Okay. Si par exemple, The Braderie n'utilisait pas IGTV et Shopping, que je peux voir ici, on n'aurait pas ces onglets. Donc là, ils ont 4 onglets, mais ils les ont parce qu'ils utilisent justement les fonctionnalités. Alors, dans cet exemple, il y a les 4 onglets. Le troisième, le petit sac, le petit panier, ça tombe bien, liste les produits listés par The Braderie, qui est un destocker, comme je l'ai dit, qui a 1 ou 2 ventes par semaine. On voit une liste de produits, on voit les produits que j'ai déjà consultés, Your items recently viewed, pardon. Je clique sur un produit, j'arrive sur la fiche produit avec, quand il y en a plusieurs photos, le nom du produit, je peux l'envoyer à quelqu'un, je peux le partager, je peux le sauvegarder. J'ai des produits complémentaires. Ça, c'est choisi par le e-commerçant ou c'est automatique? Alors, il y a des produits complémentaires que le e-commerçant peut complètement choisir lui-même. D'accord. Et j'ai surtout un gros bouton qui est View on Website qui m'amène directement sur la fiche produit du store. Une autre fonctionnalité, c'est quand on va dans Découvrir. Pardon, je suis pas dessus. Quand on va dans Découvrir, on a tout en haut la barre de recherche. Ensuite, on a des voitures et de la bouffe, pour vous parler de mon compte, c'est classe. On a des tags en haut, des onglets. On a IGTV pour commencer. Ensuite, on a Shop. Et là, c'est une liste de produits qui sont disponibles sur la plateforme. En fait, dans la section Découvrir ou Explore, tout dépend comment on l'appelle, on a des chaînes thématiques pour découvrir du contenu qu'on ne suit pas forcément. Et donc, avec le lancement de Shopping, on a justement lancé dans Explore une chaîne dédiée à Shopping pour pouvoir découvrir des produits de marques qu'on ne suit pas forcément, mais qui peuvent avoir un intérêt pour nous. Et encore une fois, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de permettre à un utilisateur d'avoir une expérience très riche sur Instagram. La manière dont on fait du shopping sur Instagram, on le fait pas forcément en ayant une idée en tête de ce qu'on veut déjà acheter. On est vraiment dans de la découverte de produits et on est un petit peu, c'est comme si moi, le samedi après-midi, j'ai envie de faire du shopping. Donc, je sais pas, je vais peut-être aller dans le Marais pour me balader et découvrir des boutiques, mais je sais pas exactement quel est le produit que je veux acheter. Je flâne, mais j'ai l'envie d'acheter. Instagram, c'est exactement ça. Et donc, du coup, avec cette chaîne dédiée au shopping, c'est aussi de donner l'opportunité aux utilisateurs de pouvoir découvrir des nouveaux produits de marques qui ne suivent pas forcément, mais qui peuvent les intéresser. Il y a beaucoup de montres et de motos dans mon cœur. Et un peu de maquillage. J'ai dû faire un bench à un moment. Ok.
Entendu, merci. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut voir shopping que j'aurais pas listé là? Depuis un compte, depuis Explore. Non, tu les as bien résumés. Donc, on peut les voir sur un post, dans une stories, sur la chaîne shopping, en tout cas qu'il y a dans Explore, et aussi sur le compte de la marque qui, si jamais cette marque-là utilise shopping, aura un onglet dédié. Ça permet en fait de faire une recherche un peu différente au lieu de regarder tous les contenus et de voir les produits qui ont été tagués ou pas sur le compte de la marque. Ça permet d'avoir un espace dédié pour shopping pour trouver les produits d'une différente manière. Donc souvent, ce qu'on voit d'ailleurs sur cette chaîne-là, c'est des produits qui sont des shoots produits, donc souvent sur des fonds blancs, un petit peu ce qu'on découvre sur la page spécifique produit, qui est un petit peu différent du contenu qu'on va mettre dans son feed, dans son compte professionnel, où là, on a plutôt des photos de lifestyle, où les produits sont tagués. Donc, ça permet d'avoir un peu une double stratégie de contenu pour les marques quand elles utilisent shopping. Alors, je reprends un peu de hauteur sur Instagram Shopping. Il y a un enjeu stratégique qui est de ne pas dénaturer Instagram, qui est un beau réseau et qui tient la route par rapport à la concurrence, sans en faire non plus un supermarché. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous modérez déjà les e-commerçants qui peuvent lister des produits? Alors, il n'y a pas de modération en tant que soi, mais par contre, bien entendu, notamment pour shopping, on donne accès à shopping à des marques qui sont, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire certifiées, mais où on est sûr qu'il n'y aura pas de fraude. Donc ça, c'est un des éléments qui est très important pour nous parce que c'est pour préserver nos utilisateurs. Et pour l'instant, le produit shopping, comme je le disais tout à l'heure, ne s'adresse qu'aux marques qui ont des produits physiques à vendre. Donc ça veut dire que pour l'instant, des marques qui auraient des services à vendre ne font pas partie de cette... Des boîtes qui peuvent qui peuvent aller sur shopping. Exactement, qui peuvent utiliser shopping. Ok, entendu. Je reviens un quart de seconde sur les plateformes e-commerce. Alors c'est une remarque. Alors je remercie déjà pas mal d'auditeurs qui ont. J'avais annoncé que j'allais te rencontrer et qui ont posé des questions. Il y avait notamment Edouard qui me faisait, donc Caraco de The Braderie, j'en reparle décidément, mais qui me faisait la remarque qu'il avait intégré Shopify en à peine quelques clics. C'était hyper facile et sa remarque c'était de dire que même sa mère aurait pu le faire. Est-ce que vous avez des intégrations spécifiques comme ça avec certains partenaires, je sais pas, PrestaShop ou Commerce Magento? On travaille avec différents partenaires pour justement adresser peut-être plus les TPE, PME qui justement ont des solutions, utilisent des solutions comme celle-ci sur étagère pour aller beaucoup plus, pour accéder à des fonctionnalités et gagner du temps. Donc on a des équipes qui sont dédiées à ça pour être sûr qu'on peut améliorer les process d'intégration. Et on travaille sur shopping, mais on va travailler sur plein d'autres projets avec ces partenaires-là. Donc les partenaires technologiques pour nous sont très importants à notre écosystème. Donc, on travaille avec eux sur plein de solutions différentes pour justement apporter des outils que nous-mêmes, parfois, on ne développerait pas, mais qui offrent des opportunités pour cet écosystème-là de développer parce que ça répond à des besoins spécifiques de certains clients, marques, utilisateurs. Et si je suis un développeur d'une solution justement e-commerce, à qui est-ce que je dois m'adresser pour essayer de développer avec vous des usages ou c'est vous qui me choisissez? Alors sur le site, ça doit être c'est sûrement un site Facebook qui représente toute la famille des applications. Il y a un site qui est dédié aux partenaires technologiques. Je crois que c'est Preferred Marketing Partner. Si vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous allez sûrement tomber sur le site internet. Et en fait, de là, vous allez pouvoir décrire votre solution, donner sûrement des exemples de cas clients que vous avez. Et il y a des équipes qui s'occupent directement de l'intégration de ces partenaires. Ok, entendu. Donc, je suis un e-commerçant français, petit ou moyen. J'ai un site e-commerce. Je vais m'inscrire sur la plateforme, donc Facebook. J'upload mon flux de produits. Je commence à poster des photos. Je tag mes produits dedans. J'indique un prix où il est aspiré automatiquement. Il y a peut-être 2-3 étapes avant, mais juste pour être sûr. Mais je simplifie peut-être, mais d'accord. Très bien.
C'est juste qu'il est Attends, est-ce qu'il y a important. une grosse étape que j'ai loupée? Non, mais peut-être un point, parce que ça, c'est une question qui est assez fréquente, c'est que pour pouvoir taguer des produits sur Instagram, il faut absolument que dans tous les cas, le compte Instagram soit relié à une page Facebook. Ça, Ok. c'est un point important. Donc, créez votre page Facebook, reliez votre page Facebook à votre compte Instagram et surtout, transformez votre compte personnel en compte entreprise si business, jamais ce n'est en compte pas fait. entreprise. Ok. Sinon, à aucun moment, dans les paramètres de compte, vous verrez l'option shopping apparaître. Donc, c'est ça l'étape à ne pas louper. Je peux taguer un produit même s'il n'est pas sur la photo? Il y a une vérification qui se fait à un moment ou à un autre? Non. Je vois pas l'intérêt, mais... C'est une bonne question, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de dérive. Parce que si Les gens ont trop vous peur d'être narguez bloqués. votre communauté, en fait, c'est votre communauté qui va juste arrêter de vous suivre. Donc, Ouais, ok. en fait, c'est plutôt ça qui... C'est de l'honnêteté, quoi. Oui. Ok. Et puis, soyons très honnêtes, un utilisateur peut reporter votre contenu aussi. Donc, si un utilisateur voit quelque chose de malfaisant ou de malhonnête, et que votre contenu est reporté plusieurs fois, dans tous les cas, nous, ça va arriver dans nos équipes de modération qui vont jeter un œil sur le contenu qui a été reporté. Et donc, du coup, on fera des vérifications. Donc, franchement, Ouais, je ne le recommande pas. Faut quoi pas qu'il prendre le arrive. risque. Donc voilà, dans les grandes lignes, j'ai donc mes produits qui sont maintenant disponibles sur Instagram. Je peux les taguer sur mes photos. Les gens peuvent cliquer sur le tag du produit, arriver sur la fiche produit toujours sur Instagram et taper sur le bouton View on website, enfin voir sur le site, je sais pas comment c'est, mon Instagram est en anglais, et arrive sur mon site. Super. Maintenant, comment je fais des ventes? Est-ce que tu as des conseils à donner pour les commerçants qui se lancent? Alors, dans cette question-là, je pourrais c'est répondre très, très à plusieurs large. choses. Si on reste sur shopping précisément, Commençons par shopping et puis on Voilà. peut ouvrir ensuite. Ouais. si on parle de shopping, je pense que peut-être le défaut des marques, c'est de penser à une seule stratégie en utilisant le tag shopping. Alors qu'en fait, il y a énormément de stratégies de contenu qui peuvent être faites pour justement utiliser les tags shopping et en faire quelque chose d'assez inspirant et du coup d'améliorer les conversions. Donc la première chose, c'est que quand on fait un post photo ou vidéo sur son compte, on peut utiliser plusieurs tags sur une photo ou une vidéo. Donc ne pas se limiter à mettre juste un tag, un produit. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 tags, je crois, sur une photo. Sur une photo, ok. Sur une photo ou sur une vidéo. Ensuite, quand on parle d'une photo ou une vidéo, vous pouvez aussi faire, quand vous faites un post, en tout cas sur votre compte, vous pouvez aussi créer un carrousel. C'est-à-dire que là, vous pouvez aller jusqu'à 10 photos d'affilée. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire 10 photos ou un mix de photos-vidéos. Sur un produit. Hein. Alors, c'est très difficile d'expliquer ça sur un podcast sans montrer visuellement. Mais si moi, je décide de faire un contenu sur mon compte, je peux poster une photo ou je peux poster maintenant un carrousel de photos. Donc, par exemple, je peux mettre jusqu'à 10 photos ensemble et ça fait un petit carré sur la photo. Okay. Donc là, je peux mixer d'ailleurs de la photo et de la vidéo dans ce carrousel. Ok. Et bien ça, c'est une méthode hyper sympa pour une marque de pouvoir créer un carrousel où vous mixez de la photo et de la vidéo. Et du coup, on peut mixer des vidéos qui sont peut-être hyper inspirantes et après des photos qui représentent les produits et où là, que j'aurais pu voir dans la vidéo. Ok. Et on peut taguer donc plusieurs produits par photo? Oui, jusqu'à 5 produits. C'est-à-dire que dans un carrousel de 5 photos, je peux mettre dans 5 produits? Exactement. Je peux limite présenter une collection ou une vente privée comme... ok. Exactement. Donc ça, je pense que c'est une des stratégies. Il y a une petite interférence, pardon. Je sais pas. Bah, c'est peut-être moi. Je vais mettre en mode avion. Autant pour moi. Il n'y a pas de souci. Il y a un bruit dans le... Voilà. Ok. On recommence? Ah, pardon. Non, on continue. Donc, c'était ce premier type, c'est de savoir qu'on peut taguer plusieurs produits et pas un seul quand on fait un post. Voilà, et en plus de pouvoir créer un carrousel. Donc, tu tagues plusieurs produits et tu crées un carrousel. Comme ça te permet d'avoir un storytelling, de pouvoir avoir peut-être des posts un peu plus inspiration et des posts qui sont un petit peu plus dédiés à, bah tiens, si je veux en savoir plus sur ces produits que j'ai vus dans cette vidéo, les voici. On peut taguer aussi une vidéo, bien entendu, mais c'est juste que du coup, sur un post, en fait, tu te donnes l'opportunité d'offrir une expérience qui est bien plus enrichissante pour un utilisateur. Donc ça, le carrousel, je le conseille. T'as un exemple en tête là, qu'on puisse envoyer les auditeurs sur alors, Make My Lemonade le fait?
Alors, en carrousel, je sais pas, mais je sais que j'avais un exemple super, mais je sais pas s'il est là sur les derniers mois, mais H&M, en tout cas, le faisait très bien et je pense qu'il continue à le faire, à mixer justement de la vidéo et des posts en taguant des produits et en utilisant justement l'option carrousel. D'accord. Du coup, je tag... Alors, même si je tag 25 produits, ou peu importe, plusieurs produits, je n'envoie les visiteurs sur mon site e-commerce que sur un produit en l'occurrence. Non, parce que chaque tag produit, en fait, chaque tag produit, tu définis l'URL de ton choix. Donc, en fait, l'utilisateur, selon le produit... Vas-y. Ouais, le produit où il est intéressé, Ouais. enfin qui l'intéresse, va cliquer sur l'URL qui l'intéresse. Ok. Ce qui est sûr, c'est que s'il va avoir accès à tous les produits qui étaient énumérés, il est obligé de revenir sur Instagram Et de les ajouter à son panier. Ou Ok. d'aller sur le site internet directement et de faire son shopping Ok. directement sur le site internet. Donc, premier type, n'oubliez pas que vous pouvez taguer plusieurs photos et plusieurs produits, faire des carousels, mixer de la vidéo et de l'image, et donc faire un réel storytelling autour d'un ou plusieurs produits, voire d'une ligne ou d'une collection. Ok. Deuxième type, peut-être, c'est justement, on parle de vidéo. Je pense que la vidéo, c'est vraiment très important aujourd'hui. On le voit dans la consommation C'est une évidence. Voilà, de la nouvelle génération, Gen Z, mais aussi sur nos plateformes. C'est une évidence, comme tu le dis. Et ben, pour shopping, ça peut être quelque chose aussi ça peut être une opportunité assez incroyable. Ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est par exemple de faire des tutos. Si vous faites des tutos avec vos produits, et ben d'avoir tagué les produits directement dans cette vidéo tuto permet à l'utilisateur qui a été intéressé par votre contenu de tout de suite s'approprier ou d'en savoir plus sur le produit qui est utilisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête dans la manière dont on va mettre en scène les produits. Ok. Je t'en prie, continue si t'en... Voilà. J'ai un autre exemple, mais je vais faire j'ai un trou de mémoire sur l'association Exact qui a fait ça. Donc, je te l'enverrai, comme ça tu pourras mettre le cas, parce que je trouve que c'est un super cas. Qui a d'ailleurs été célébré avec les Insta Hit et CB News. Donc, on avait fait toute une session d'award où on célébrait les meilleures campagnes publicitaires des grands annonceurs et des grandes agences françaises. Et donc, je veux pas dire de bêtises, mais je sais plus si c'était Action contre la faim ou... En tout cas, c'était une association en France et qui, en fait, vendait des packages où on pouvait acheter une couverture, un ballon, de la nourriture, mais c'était sous forme de packs. Et en fait, eux, ils ont utilisé justement sur leur campagne de publicité le fait de pouvoir utiliser shopping. Et j'ai trouvé que il y avait c'était un très bon exemple de comment tu peux à la fois inspirer, demander les gens de participer et de présenter ton produit directement dans une cause aussi importante que celle-ci. Donc ça, je te l'enverrai si jamais tu peux la mettre en avant. Je suis vraiment navrée de pas de faire une erreur sur le nom de l'association. Je vous le mettrai, mais c'était une campagne incroyable. Donc marier l'engagement et le shopping, c'est ça? Exactement. Travailler l'engagement et le shopping. Ok, super. Si tu as d'autres tips, je les prends avec plaisir. Moi, j'avais plusieurs petites questions qui m'ont été remontées dans mon réseau. Alors, moi, je peux m'arrêter là sur shopping, mais par contre, j'ai plein d'autres tips pour faire des choses sur Instagram. Et si on est une TPE, PME, si on veut justement réussir et se lancer, je partage des tips. Le premier, pour moi, qui est hyper important, c'est le fait que les gens viennent aujourd'hui sur Instagram et viennent visiter vos profils d'entreprise parce qu'ils ont un intérêt pour eux. Et d'ailleurs, 2/3 des visites qu'on peut avoir sur un profil entreprise sont des gens qui ne sont pas des followers. Donc, ça veut dire que potentiellement, vous avez 2/3 des personnes que vous pouvez arriver à transformer en followers. Mais ce qui va déclencher une personne à suivre une marque ou un utilisateur, c'est le fait de voir la personnalité s'exprimer. Donc, j'ai l'habitude de dire, les gens viennent par intérêt, mais restent pour votre personnalité. Et donc, l'erreur à ne pas commettre, ce serait d'utiliser Instagram aujourd'hui, même si Instagram est une magnifique vitrine, mais de l'utiliser seulement comme une vitrine produit.
une vitrine de marque, je pense que ça a beaucoup plus à offrir sur l'histoire qu'on peut raconter que seulement mettre ses produits en avant. Et ça, les marques l'ont bien intégré ces dernières années, non? Enfin, j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins de listing de packshot, mais des photos lifestyle, de mise en situation. Oui, mais tu as encore beaucoup de photos de lifestyle mise en situation qui concernent beaucoup de produits. D'accord. Ouais. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment convaincre les utilisateurs de rester, de s'engager et de créer un lien qui est bien plus fort que le produit, donc de la préférence de marque, vous avez des choses à raconter qui peuvent être faites sur Instagram qui va vous permettre de générer cette connexion. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je peux donner 2-3 exemples de TPE, PME qui le font très bien, des instapreneurs, comme je les appelle, qui le font très bien, mais Respire, Justine Hutto, je pense qu'elle le fait très bien. Elle parle de son produit, mais elle va parler aussi de la personnalité de sa marque, donc comment elle fait la fabrication de ses produits, les valeurs qu'elle supporte, les événements qu'il y a, son équipe. Donc en fait, on s'attache pas seulement aux produits qu'elle fabrique, on va s'attacher vraiment à l'entreprise, à la marque, à l'histoire qu'il y a derrière. Chanty Biscuit, elle le fait très bien aussi. Je pense à Isée aussi, qui publie parfois, ou publiait, je sais plus si elle le fait encore, mais des photos de ses clientes, en taguant ses clientes. Enfin, c'est très bien, ça fait vivre la marque, quoi. Exactement. Donc, ça pose la question de l'incarnation aussi. Alors, c'est une vraie question. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment libre aux entrepreneurs et aux marques de décider de s'incarner ou pas. Et il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de point de vue spécifique là-dessus, parce qu'il y a des marques qui ne sont pas du tout représentées par leurs entrepreneurs et qui marchent très bien, mais il y a aussi des marques qui sont hyper successful parce que justement, elles sont incarnées par on achète la personne plus que par la leurs marque. dirigeants. Ouais. Alors, je sais pas si on achète plus la marque, mais en tout cas, ça permet encore une fois de mettre un visage derrière et de s'attacher au projet, peut-être de mettre un peu plus de personnalité au compte de la marque. Et donc du coup, forcément, encore une fois, quand on parle de préférence de marque, et aujourd'hui, je pense que les gens sont de plus en plus engagés, et donc du coup, de pouvoir faire confiance, de pouvoir s'accrocher à une histoire, ça aide les utilisateurs à suivre beaucoup plus une marque plutôt qu'une autre. Okay. Donc ça peut être en tout cas raconter qui on est plutôt que ce qu'on vend, quoi. Exactement. Okay. Et en plus, on a plein de moyens de le faire. Son compte, les stories, on a IGTV aujourd'hui pour faire de la vidéo. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas raconter son histoire. Et son histoire va bien au-delà que juste montrer des photos de ses produits. C'est pour ça que, pour moi, c'est hyper important. Deuxième tips qui, pour moi, est important, c'est l'engagement. Quand on parle d'engagement, souvent les marques s'arrêtent au fait d'avoir des likes et d'avoir des commentaires. Alors, l'engagement, pour moi, c'est dans les deux sens. Déjà, l'engagement, c'est pas seulement que les likes, et d'ailleurs, on fait plein de choses en ce moment autour de ce phénomène, mais l'engagement, c'est aussi les vidéos views. On parle de vidéo, mais en fait, une personne qui reste sur une vidéo plus de 3 secondes, c'est comme ça qu'on compte, nous, une view. 3 secondes, c'est hyper long, surtout dans une expérience mobile. 1, 2, 3. Pour capter l'attention pendant 3 secondes d'un utilisateur sur une vidéo, ça veut dire que on a réussi un peu déjà à son pari à faire véhiculer un message de marque. Donc de compter dans son engagement le nombre de vidéos vues, c'est hyper important, en tout cas dans sa stratégie de marque. Et donc quand on parle d'engagement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que la marque, elle aussi, elle doit s'engager à répondre aux commentaires, à répondre aux messages. Et les marques qui ne le font pas assez, c'est les marques qui ont plus de mal à créer une communauté. Évidemment. Il n'y a pas de discours qui s'installe. Exactement. Quoi. Donc une marque comme Glossier, par exemple, elle le fait extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un commentaire qui est laissé sans que la marque ou qu'un utilisateur réponde lui-même à un autre utilisateur, mais tous les commentaires sont répondus. Et ils ont compris depuis le début comment créer cette communauté en ayant un engagement aussi envers la communauté. Il y a un autre enseignement à tirer, c'est que j'imagine que l'algo met en avant les contenus sur lesquels il y a plus d'engagement que sur d'autres. Ça veut dire qu'il faut que les 3 premières secondes comptent dans la vidéo qu'on fait, qu'il y a un message qui passe ou qu'il y a un appel fort pour voir la suite, quoi. Ok. Troisième tips, je parle de la vidéo, on va parler de ça, mais aujourd'hui, on ne peut plus penser à Instagram sans penser à la vidéo. Donc, la vidéo règne.
Je pense que tout le monde ne l'a pas encore compris, mais c'est le format du moment, c'est le format de consommation de la Gen Z, et donc du coup, forcément, c'est le format des nouveaux clients ou futurs potentiels nouveaux clients. Donc, c'est hyper important à prendre en compte. Et donc, il y a quand on parle de vidéo, souvent on parle de vidéos très bien produites, mais en fait, il y a plein d'autres manières de faire de la vidéo, et il y a plein de moments dans l'histoire d'une marque pour faire de la vidéo. Donc, quand on fait un shoot produit, on peut shooter aussi les backstage, on peut le mettre en stories, mais il y a de plus en plus de marques, par exemple, qui mettent qui vont poster dans leur profil de compte une photo du shooting, et en utilisant justement cette option de carrousel, mettre en deuxième contenu la vidéo de quand la photo a été postée. Ouais, donc ça, c'est hyper sympa. Et il y a une marque qui le fait très bien, qui est assez drôle à voir et qui est assez authentique, je trouve, pourtant qui est une marque de luxe, mais Jacquemus, sur son compte. Et vous allez voir, il y a des vidéos de shooting où on se rend compte justement de quel point c'est difficile parfois de faire des séances de shooting pour avoir le résultat qu'on veut. Et en fait, c'est assez drôle. Et donc, du coup, comme c'est drôle, on s'attache aussi à la marque, on a envie de la suivre. Donc, poster de la vidéo, ça permet de raconter une histoire qui est plus longue, c'est hyper important. Jacquemus avait cartonné sur leur défilé au milieu des champs de lavande il y a quelques mois. Le nombre de vues était incroyable, le nombre de repartages, c'était une belle réussite. Et il y avait du making of en plus. Incroyable, c'est un très très bon exemple. Vidéo, engagement, ok. Je reste un peu dans la vidéo, c'est pas forcément de la vidéo, mais en tout cas d'expérimenter. On est justement une plateforme qui aimons sortir des nouvelles fonctionnalités. Une des dernières fonctionnalités qui, franchement, je le dis avec beaucoup de fierté, mais qui cartonne, c'est les stickers. Donc, quand vous êtes dans une stories, vous pouvez mettre des stickers d'engagement. Donc, par exemple, faire un vote pour une marque. Le fait de faire voter sa communauté en un clic, c'est quand même une façon assez exceptionnelle de, 1, créer de l'engagement, 2, avoir peut-être des retours, et 3, avoir une façon assez maligne de pouvoir utiliser ces feedbacks pour influencer peut-être sa stratégie. Donc, il y a des marques qui le font très bien, à faire voter, par exemple, pour le développement d'une prochaine collection ou d'un prochain produit. Est-ce que vous préférez le chocolat ou la vanille Quel type Asphalt a une super utilisation Exactement. Des stickers dans les stories. Okay. Donc ça, je pense qu'il y a... Pour aller un peu plus loin, tu as un exemple avec qui mènerait à utiliser pour du shopping alors, de l'utilisation pas pour de du stickers. shopping, mais je prends l'exemple de M-Stone, qui est en train de développer une collection de vêtements entièrement dédiée pour sa communauté Instagram, donc qui n'est basée que sur des votes et une sélection de sa communauté Instagram, où elle leur a demandé d'envoyer justement des exemples de print pour qu'elle puisse dessiner elle-même le prochain imprimé. Et ensuite, elle a fait voter sur quel type d'habits elle devrait créer cette nouvelle collection. D'accord. Et donc ça se passe dans les votes avec ces stickers de vote parce que c'est très facile, que c'est un moyen d'engager, que c'est un moyen de faire participer. Et en fait, quand on parle d'engagement dans les deux sens, ça, je pense que c'est un très bon moyen de créer cet engagement dans les deux sens. Ok. À toi. Bien sûr, pardon. Quand on parle aussi d'expérimentation, les GIFs, c'est un moyen aussi un peu de ramener un peu de l'humour, et notamment, je reste un peu dans l'écosystème ou l'univers stories, mais les GIFs, c'est quand même assez fun. Et il y a Mathilde Cabanas qui fait des vêtements et des accessoires plutôt pour les enfants, même si elle a aussi des accessoires pour les adultes, mais qui a récemment créé son GIF, enfin plusieurs GIFs. Et c'est génial, parce qu'en fait... Qui a créé son GIF, c'est-à-dire Donc en fait, je pense qu'elle est passée par Jiffy. Ouais. Ah oui, d'accord. Et en fait, les marques peuvent créer leur propre GIF et les faire intégrer pour qu'ils soient... on peut les rechercher directement dans les stickers, enfin dans ce cas, dans la fonctionnalité que tu peux avoir dans Stories. Et vous trouverez d'ailleurs des stickers Cosa Vostra qu'on a créés il y a quelques années, mais qui doivent toujours y être. Et ben voilà. Donc, nous, on lance plein de fonctionnalités. Les utilisateurs sont les premiers à s'en emparer, mais très rapidement. Les marques, et voilà. Je pense qu'elles peuvent être plus rapides à saisir cette opportunité parce que, en fait, ça leur donne aussi une opportunité de pouvoir s'exprimer d'une manière différente. Donc, les GIFs, c'est super. Et forcément, les filtres
AR, enfin de réalité augmentée. Je pense que c'est aussi une très belle opportunité aujourd'hui d'engager avec ses utilisateurs d'une manière un peu différente. Donc il y a plein de marques qui l'ont fait, en tout cas qui ont lancé des choses hyper sympas. Ça ferait l'objet d'un autre épisode ou peut-être d'un épisode sur Growth Makers, mais c'est la possibilité de créer des filtres pour les marques. Oui. C'est ça. Hein. Oui, pour les marques. Et en fait, si je prends un exemple comme Dior, pour le lancement de leur... Alors, je ne connais pas exactement le nom du produit, mais de leur nouvelle paire de lunettes de soleil, pour justement faire tester cette paire de lunettes, ils ont créé un filtre AR. Donc, en fait, c'est très lié au sujet e-commerce dont on parle. C'est qu'aujourd'hui, tu peux créer une expérience, même en stories, où en fait, tu fais du try-on. Donc, tu essayes grâce à cette nouvelle technologie avant de pouvoir aller en magasin ou d'aller sur le site internet pour l'acheter. Donc, on est une étape, on va encore un peu plus loin, si tu veux, dans ce qu'on a envie de créer comme expérience pour shopping. Ok. Voilà, et alors après je finis peut-être avec 2 derniers tips, mais le tips dont on a parlé, c'est justement saisir l'opportunité du e-commerce sur Instagram et donc l'utilisation de shopping bien entendu. Et enfin mon dernier tips, c'est l'opportunité pour les marques d'utiliser toutes les surfaces d'Instagram. Et là encore, je pense qu'on peut s'améliorer. Quand on parle de stratégie d'Instagram, on ne parle pas que de son profil de marque où on poste du contenu, photos, vidéos, mais ça concerne les stories, bien entendu. Ça concerne la partie organique, donc ce qu'on fait sans payer, juste la création de contenu, mais ça peut aussi concerner la partie payante, publicité, parce que la publicité, ça permet de toucher les personnes qui sont peut-être dans son propre ciblage, donc ses clients types, et qui ne sont peut-être pas encore des gens qui vous suivent sur votre compte. Donc, cette stratégie entre l'organique et le paid, elle est importante. Et ensuite, quand on parle de toutes les surfaces d'Instagram, c'est IGTV. Il y a une opportunité incroyable de créer de la vidéo et de créer des séries de vidéos puisqu'on autorise maintenant les utilisateurs et les marques à créer jusqu'à 1 heure de contenu vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'on ne limite plus aux 1 minute qui était disponible. Donc là, on peut penser à plein de choses différentes. Il y a une marque qui le fait très bien, Warby Parker, ils vendent des paires de lunettes de soleil. Ils ont fait une série autour des entrepreneurs. Donc en fait, ils interviewent des entrepreneurs, des artistes, des gens qui les inspirent. Et en fait, c'est une série d'interviews et c'est assez chouette à suivre. Et il y a des médias français qui le font très bien, Combini, enfin, il y a Fresh, il y a plein de médias qui le font très bien. Et je pense que les marques peuvent s'inspirer aussi de ces contenus qui sont créés sur IGTV. Et quand on parle enfin de toutes les autres surfaces, l'UGC, la stratégie qu'on va avoir avec la création de contenu qui est fait par les utilisateurs sur notre marque, je pense que c'est important à prendre en compte. UGC, c'est User Generated Content, du contenu créé par les utilisateurs. Exactement. Donc en fait, ils vont créer du contenu pour vos produits et ils vont les poster eux-mêmes sur leur compte personnel en vous taguant sûrement, enfin en taguant les marques. Et donc c'est du contenu que les marques peuvent à la fois réutiliser. Ça peut être une façon de célébrer ses clients aussi, parce qu'il y a un engagement et souvent les gens, quand ils postent votre marque, ils sont tellement flattés de pouvoir être célébrés par les marques. Donc, il y a toute une stratégie, en tout cas, à réfléchir autour de ça. Peut-être création de hashtags ou il y a des jeux concours qui se font autour de la création de contenu. Donc, il y a des choses, en tout cas, des pistes à explorer ici. Et enfin, la dernière surface, ou en tout cas la dernière stratégie qu'il faut prendre en compte, c'est notamment avec les créateurs de contenu, les influenceurs, nous on les appelle les créateurs de contenu, mais qu'est-ce que les marques font pour aussi faire en sorte que leur message soit peut-être élevé et incarné par d'autres personnes qu'elles-mêmes. Et du coup, il y a énormément de marques qui explorent aussi des pistes avec ces créateurs de contenu. Donc, quand on parle de stratégie Instagram, même si on parle de e-commerce, en fait, ça parle... Si vous voulez, vous avez une opportunité très grande de pouvoir explorer tous ces terrains. C'est un vrai terrain de jeu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ok. Merci, ça fait 6 tips. Alors, je vais en oublier, mais faut pas oublier que 2 tiers des visiteurs ne sont pas forcément des followers de ma marque. Il faut surtout pas oublier l'engagement. L'engagement, c'est important. Il faut jouer avec les stickers. Et ensuite, ne pas sous-estimer l'importance de la vidéo sous toutes ses formes. Et enfin, utiliser toutes les surfaces
d'Instagram. Exactement. Et ça, c'était pour les tips généraux. Sur les tips shopping, on y revient dans une seconde avec quelques questions, mais ne pas oublier qu'on peut faire du multi-produit pour présenter une collection et en utilisant les carousels, ça donne d'autant plus de poids à ces produits que je vais taguer. Ça s'adapte parfaitement au tuto, c'est ce que tu nous disais. Je peux faire un tuto maquillage, bricolage, j'en sais rien, et taguer ensuite les produits. Et ton dernier tip sur le shopping, c'était d'être créatif dans le storytelling produit et de savoir bien les mettre en avant. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se lancer sur Instagram shopping si ma base de followers est faible? Alors, tu n'as aucune contrainte technique, mais par contre, ton reach se limitera. Le reach, c'est le nombre de personnes qui vont voir les posts. Exactement. C'est ta couverture va se limiter à ta communauté. Mais s'il y a de l'engagement et beaucoup d'engagement mais bien sûr, organique, je remonte dans l'algo normalement, non? En fait, moi, je ne peux que encourager les marques, qu'elles soient à leur début ou pas, d'utiliser cette fonctionnalité. Parce qu'en fait, ça ne peut que leur apporter la possibilité d'engager et d'apporter des informations que peut-être elles ne pourraient pas faire d'une autre manière aux utilisateurs pour que eux-mêmes puissent considérer d'acheter leurs produits. Donc c'est que du gagnant-gagnant, enfin c'est que du win pour elles. Donc bien entendu, aucune contrainte, je les encourage toutes à utiliser Shopping dès qu'elles le peuvent. Et du coup, le fait d'avoir peu d'audience, d'utiliser Shopping, de raconter des contenus, je pars du principe que je raconte des bons contenus intéressants, je raconte qui je suis, je raconte mes produits et je fais de l'achat média. Donc j'achète du sponsoring de posts, ma marque ne sera pas ou la valeur de ma marque ne sera pas dégradée sur Insta ou Facebook si je respecte les règles du jeu. Bien sûr. Enfin, je prends un exemple, Camille Rio avec Louis-tu. Si vous allez sur son compte, la marque, c'est une marque de bijoux si vous connaissez pas. Elle a un compte incroyable. Elle a une façon de justement mettre en avant ses bijoux, de raconter l'histoire de son entreprise, la façon dont son équipe, les Louves, interagissent et font partie justement de cette aventure entrepreneuriale assez incroyable. Et elle va taguer, elle va utiliser l'option shopping dans beaucoup de ses posts pour justement aider les utilisatrices qui seraient intéressées pour en savoir plus sur un produit et de éventuellement l'acheter, d'avoir une fluidité de l'expérience utilisateur. Donc, non, ça ne dégrade absolument pas l'image de marque. Au contraire, il faut vraiment se mettre dans l'esprit utilisateur. Qu'est-ce qui fait que je peux avoir une expérience de shopping la plus fluide possible? Nous, en tout cas, c'est dans ce mindset, dans cet état d'esprit qu'on est quand on réfléchit au lancement de ces fonctionnalités. On n'en a pas encore parlé, mais on va un step plus loin. En ce moment, on fait des tests aux États-Unis où justement, on intègre même la possibilité pour les utilisateurs de payer dans Instagram. Alors allons-y directement, puisque c'est la question suivante, en tout cas le thème suivant, mais ça s'appelle Checkout. Exactement. C'est en test aux États-Unis sur une 30aine de marques que je ne vais pas citer de manière exhaustive, mais il y a Adidas, Balmain, Burberry, j'ai fait une faute d'ailleurs en l'écrivant, H&M qui testent. Comment ça se passe? Ça veut dire que je remplis, je mets dans l'app mes infos de carte bleue et de livraison, pardon, je bégaye. Exactement. Donc le but, c'est qu'en fait, l'utilisateur sur Instagram n'est qu'une seule fois à remplir ses détails de livraison, enfin son nom, son prénom, les détails de livraison et les détails de paiement. Et en fait, ces données-là seront stockées, bien entendu, sur un serveur. Enfin, tout est encrypté, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dès qu'il voudra réaliser un achat avec une marque, il n'aura plus qu'à faire 2 clics pour réaliser son checkout, enfin pour réaliser son achat. Donc, toute l'expérience shopping sera entièrement réalisée dans Instagram avec une fluidité complète entre je découvre un produit, je le considère et je l'achète. Avec toutes les fonctionnalités d'un e-commerce, donc une notion de panier, j'imagine, de multi-produits dans un panier. Alors, on n'en est pas encore là, mais bien entendu, il y a plein de répétitions. Oui, c'est en test. Comme on est en test, on a commencé avec une fonctionnalité qui est assez simple pour le moment à utiliser. Donc, l'achat d'un produit, mes coordonnées sont enregistrées. Ok. Exactement. L'achat d'un produit, on peut quand même sélectionner les tailles, une couleur, si on a différentes couleurs d'un produit. Et on est en train de réaliser toute une série de tests de nouvelles fonctionnalités qu'on va lancer. Par exemple, le fait de
pouvoir travailler avec des créateurs de contenu justement, et que ces créateurs de contenu puissent taguer son produit sur leur propre compte, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle avec la fonctionnalité shopping comme nous on la connaît en France. Donc ça c'est une des fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Le fait de pouvoir donner, de pouvoir faire un peu un teasing d'une vente. Donc, si on sait qu'une collection capsule, par exemple, va se lancer demain, aujourd'hui, je peux créer dans Stories un sticker qui va me rappeler que dans un jour, je me suis inscrit à une vente. Si j'étais intéressée, bien entendu, je me suis inscrit en fait sur le produit en disant que j'étais intéressée par ce produit. Et donc du coup, la marque va pouvoir me rappeler à la fois dans Stories que dans un jour, il y a cette vente qui va être réalisée. Et l'utilisateur va pouvoir recevoir une notification proactive en disant « Ah, la vente va commencer là dans les 5 prochaines minutes. Donc connecte-toi à Instagram. » Donc, il y a plein de fonctionnalités qu'on est en train de réfléchir pour justement améliorer cette expérience, être sûr que les utilisateurs qui sont intéressés par une marque ou un produit ne loupent pas justement la vente de ce produit. Donc voilà, on est encore en phase bêta vraiment parce qu'on a envie de prendre le meilleur et de comprendre ce qui marche auprès des utilisateurs, ce qui marche auprès des marques, prendre leur feedback. Sans dénaturer ce qu'on disait en intro Instagram. Je comprends clairement l'intérêt, mais l'enjeu est important. Ça marche pour les marques qui testent ? Alors, Adidas, c'est eux-mêmes qui ont déclaré, je crois que c'était au mois de juin, en tout cas dans leur premier ou deuxième trimestre 2019, que pendant le test de justement checkout, ils avaient eu 40% de progression en e-commerce et ils faisaient référence à l'intégration de checkout. 40% de revenus additionnels, c'est ça, en utilisant checkout. C'était leur croissance du e-commerce et c'était leur partenariat avec Instagram et checkout. Donc on voit en tout cas que dès qu'on travaille avec des partenaires et qu'on va beaucoup plus loin dans les stratégies, on est capable d'avoir de l'impact et des résultats. Donc voilà, bien entendu, on fait plein de choses avec Adidas, mais on sent l'attraction et comment on peut influer justement sur des stratégies de e-commerce. Très intéressant. On ne sait pas quand ça sort en France ? Non, on ne sait toujours pas quand ça sort. Et du coup, il y a une commission pour Instagram sur cette bêta ? Alors pour l'instant, encore une fois, comme on est en bêta, il y a une partie de frais, mais qui sont pour couvrir les frais de paiement. Donc voilà, donc c'est une petite partie qui est couverte, mais il n'y a pas de frais comme on peut le connaître sur d'autres plateformes. D'accord. Je pose la question, si tu sais pas, c'est pas grave, mais du coup, la transaction se fait dans Checkout en test. La transaction se fait sur Insta et la commande est envoyée à ma plateforme e-commerce. Exactement. Elle communique toute seule. Exactement. En fait, pour le moment, justement, l'intégration technique est un peu complexe, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec un nombre limité de marques pour pouvoir aussi améliorer cette intégration parce que justement, il faut connecter les plateformes de e-commerce. Mais on travaille avec des partenaires technologiques. Shopify, tu en parlais tout à l'heure, en font partie pour pouvoir justement trouver des moyens pour accélérer et donner accès à checkout aux États-Unis. Pour l'instant, on est vraiment qu'aux États-Unis, à plusieurs partenaires. Entendu. Donc, à beaucoup plus de marques justement pour faciliter cette adoption. Pour revenir à shopping, une question que j'avais, on est en train d'ouvrir, mais une question que j'avais, c'est l'importance de la géoloc ou du physique. Est-ce qu'il y a des initiatives qui vont dans ce sens ? Alors vous avez fait il y a 2 ans un salon Instapreneur qui permettait aux utilisateurs d'Instagram de rencontrer les marques qui annoncent ou vendent sur Instagram. Est-ce que dans l'application ou dans les fonctionnalités shopping, il y a des initiatives qui vont dans ce sens ? Alors, le salon des Instapreneurs, oui, c'était un peu de connecter finalement les gens qu'on voit sur Instagram et qu'on ne connaît pas forcément dans le réel. Donc, c'était une opportunité pour les utilisateurs de venir à la rencontre de ces entrepreneurs, mais qu'on appelle nous les Instapreneurs. Donc, il y en avait 50 qui ont été sélectionnés et ça a été un vrai succès. On était vraiment très honorés d'avoir autant de monde qui soit présent.
Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, on voit l'impact que Instagram génère dans le monde physique, quoi qu'il arrive, même si nous-mêmes, on n'a pas des actions spécifiques. Donc, le fait que on lance une collection et que on puisse vendre directement en magasin, on a des tonnes d'exemples de personnes qui utilisent Instagram, mais la transformation se fait en magasin. Make My Lemonade, c'est un très bon exemple. Et quand on parle de shopping, j'ai pas mentionné cet exemple-là, mais elle parle très bien du fait de, elle a lancé une collection de maillots de bain et le jour même où elle tag avec shopping sa collection de maillots de bain, elle a vendu l'entièreté de son stock. Donc, elle était en rupture de stock en quelques heures. Donc, c'est là où le pouvoir de la communauté, si vous arrivez à fédérer vraiment les personnes qui sont importantes pour votre marque et qui aiment vraiment votre marque, et ben vous arrivez à les transformer directement en clientes. Et donc, shopping n'est pas une friction, au contraire, ça vous aide à aller beaucoup plus loin dans ce parcours e-commerce. Peut-être que pour conclure, alors si t'avais un conseil à donner à une marque, mais je te laisse y réfléchir pendant que je dis ça, mais pour conclure, Shopify, en fait, c'est une fonctionnalité additionnelle Shopping est une fonctionnalité additionnelle d'Instagram pour les marques, mais ce qui compte à la base, c'est construire sa communauté. Et raconter une histoire vraie dans laquelle je peux éventuellement taguer les produits qui sont à vendre. Ouais. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. En fait, on peut donner plein de bonnes pratiques sur plein de sujets différents, mais je pense que le futur pour les marques, en tout cas les marques qui réussiront et qui deviendront pérennes, c'est les marques qui auront compris le fait de créer cette communauté autour d'elles. Ça leur permettra de faire beaucoup plus de choses, de pouvoir engager et justement de créer ou de recréer cette préférence de marque qui a peut-être été un peu perdue pendant notre génération ou d'autres générations qui arrivent. Donc, le fait de créer une communauté fait que on crée une préférence de marque et qu'on va beaucoup plus loin. Donc, pour moi, la communauté est dans tous les cas au centre de ce qu'on veut faire sur Instagram. Ça ne veut pas dire que les marques ne peuvent pas faire d'autres choses. Il y a des marques qui aujourd'hui n'ont pas de compte, ont une présence sur Instagram avec un compte professionnel, mais qui vont utiliser Instagram plutôt pour faire du e-commerce pur et dur et qui vont ne faire que de la publicité. Et ça marche très bien parce que on a les bons ciblages, parce qu'elles peuvent créer du contenu qui marche auprès de leur cible et donc qui arrive à transformer et à rediriger du trafic directement pour leur site internet. Mais je pense qu'on peut faire bien plus avec Instagram. C'est ça le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, en plus de créer et de générer des ventes le jour J, en fait, on peut créer des ventes d'une manière très pérenne sur le long terme parce qu'on aura créé et fédéré cette communauté autour de notre marque. Une super phrase de conclusion et je pense qu'on la prendra en intro du coup. Julie, je te remercie énormément pour ton temps. Tu as été très généreuse en conseils. Merci à toi. Vous les retrouverez dans l'article et vous retrouverez évidemment cet épisode sur lepanier.io. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et de subscribe au podcast. Julie, merci énormément. Merci à Lisa et Chloé d'avoir organisé cette rencontre et merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.